Miroir des sciences. Une émission de Radio Bénin sur la recherche scientifique et technique. Miroir des sciences. Une émission conçue et réalisée par Émile Pouinagnon. Mesdames et messieurs, chers auditeurs de Radio Bénin, bonjour et bienvenue sur votre émission Miroir des sciences. Ce numéro de votre émission sera consacré aux travaux de recherche scientifique qui sont menés au niveau de l'unité de recherche en biotechnologie, de la production et de la santé animale de l'université d'Abomey-Calavi. Unité de recherche scientifique que dirige le professeur titulaire Souaïbou Farougou, qui est en même temps le deuxième vice-recteur de la dite université. Dans ce cadre, nous avons fait une descente dans son unité et eu un entretien avec lui. C'est de cet entretien qu'il sera essentiellement question tout le long de cette édition de votre émission Miroir des sciences de ce jour. Toi-même tu sais très bien, tu sais vraiment que tu t'aimes beaucoup. Bonjour professeur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? Je m'appelle Souaïbou Farougou. Je suis professeur titulaire des universités dans le domaine de la microbiologie et de la biologie animale. Je suis enseignant à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, vice-recteur chargé de la coopération interuniversitaire, des relations extérieures et de l'insertion professionnelle de l'université d'Abomey-Calavi. En tant que scientifique et en tant que chercheur, vous êtes responsable de quel laboratoire? Je suis responsable, disons, d'une unité de recherche qui s'appelle l'unité de recherche en biotechnologie de la production et de la santé animale. Et dans cette unité de recherche, nous avons deux laboratoires en fait. Il y a un laboratoire qui s'occupe de la microbiologie, de l'immunologie et des pathologies animales, et un laboratoire qui s'occupe de la carologie. La carologie, évidemment, c'est tout ce qui concerne les tiques, qui sont des parasites extérieurs des animaux domestiques. Au niveau de cette unité, vous n'êtes pas responsable des deux laboratoires? Je suis responsable des deux laboratoires. Et en fait, c'est nous qui avons voulu séparer comme cela. Sinon, nous nous occupons d'une manière générale des pathologies, des maladies des animaux. Mais il y a un volet qui concerne un peu la microbiologie. La microbiologie étant la science qui s'occupe des micro-organismes, les bactéries, les virus et autres là, qui peuvent provoquer des maladies chez les animaux. Mais nous avons aussi un volet parasitologie qui s'occupe des parasites d'une manière générale, mais nous avons choisi particulièrement les tiques, qui sont une catégorie de parasites externes qui provoquent des dommages dans le domaine de l'élevage, parce que les tiques peuvent être nuisibles par leur présence sur les animaux, mais également en transmettant des maladies aux animaux. Votre unité de recherche a été créée quand? Et à l'intérieur de cette unité, est-ce que les deux laboratoires ont été mis en place au même moment? L'unité de recherche a été créée en 2009. Nous avons quand même, dans un premier temps, mis en place ce premier laboratoire dans lequel nous sommes d'ailleurs, qui s'occupe de la microbiologie et de certaines pathologies animales. Ce laboratoire a été mis en place quand? Ce laboratoire a été mis en service en mars 2014. Donc il y a un peu plus d'un an en fait. Et le deuxième, qui est le laboratoire d'acarologie, donc qui s'occupe des tiques, a été mis en place cette année, en mars 2015. Prenons le premier laboratoire. De quels moyens techniques disposez-vous pour pouvoir mener vos travaux de recherche? Comme tout le monde le sait, il y a peu de ressources qui sont mises à disposition pour la recherche à l'université d'une façon générale. Le bâtiment que vous voyez là, je l'ai construit sur mes propres fonds. C'est pas sur les ressources publiques, c'est sur mes propres fonds. Lorsque nous avons des projets de recherche qui sont financés par des partenaires, ils n'acceptent jamais de construire les bâtiments. Mais ils acceptent de nous fournir des équipes. Si on a les équipements sans bâtiment, donc c'est pour cela que moi je me suis décidé à construire moi-même ce bâtiment-là. Nous avons ensemble eu
a bénéficié d'un financement d'un organisme australien qui a permis quand même d'avoir quelques équipements qui sont dans ce laboratoire-là. De quels moyens humains vous disposez pour animer ce laboratoire? En dehors de moi-même, il y a 2 maîtres de conférence. Moi, je suis professeur titulaire, qui est le dernier grade. Ensuite, nous avons 2 maîtres de conférence. Nous avons aussi 2 maîtres assistants qui sont là. Nous avons aussi 2 assistants et disons des doctorants, des étudiants qui sont en train de faire leur thèse et également ceux qui font leur mémoire de master ou de licence. Quels sont les axes de recherche que vous avez au niveau de votre laboratoire ou au niveau de votre unité de recherche en général? Pour l'unité de recherche, nous avons 2 grands axes. Nous avons d'un côté la carologie, c'est-à-dire des travaux de recherche sur les tiques et les maladies transmises par les tiques. Nous nous sommes décidés à travailler dans cet axe parce que depuis quelques années, il y a une nouvelle espèce de tique qui a été importée du Brésil avec l'importation des bovins dans la ferme de Penou dans le cadre de l'amélioration de la production laitière. Donc les dispositions idoines n'ont pas été prises et des tiques ont été importées. Des tiques qui n'étaient pas du tout connues dans la zone ouest africaine. Oui, et d'ailleurs, à partir de cet instant, et donc il y a une dizaine d'années, à partir de cet instant, la tique a commencé à envahir tous les élevages jusqu'au nord du Bénin actuellement. Et ces tiques-là sont résistantes aux produits habituellement utilisés pour les combattre. Donc, nous sommes en train de voir si on peut, à partir des extraits de plantes, trouver un remède à cela. Voilà, donc c'est ce travail que nous sommes en train de faire dans ce domaine-là. Maintenant, dans le domaine de la microbiologie, actuellement, nous travaillons un peu sur la qualité des aliments. Et dans ce volet-là, nous travaillons essentiellement sur le lait et les produits laitiers. Donc ça veut dire que vous travaillez sur la qualité des aliments d'origine animale. Oui, la qualité des aliments d'origine animale. Par exemple, nous avons un collaborateur qui a travaillé sur le fromage que nous appelons wagashi, puisque c'est quand même un aliment qui mais qui se conserve mal. On a du mal à conserver cela et nous sommes en train de chercher des solutions pour pouvoir quand même permettre une conservation. Une stabilisation. Donc, j'ai un collaborateur qui a même soutenu sa thèse dans ce domaine-là. Il y a actuellement aussi 4 mémorants donc, qui sont en train de préparer leur mémoire sur le lait caillé. Parce qu'il faut déjà évaluer quelles sont les flores microbiennes qu'on retrouve dans le lait, des flores, disons, c'est les microbes en général qu'on peut trouver dans le lait, qui arrivent là, soit naturellement ou bien par différentes manipulations. Parce qu'en manipulant le lait, on peut introduire des microbes qui peuvent être dangereux pour les consommateurs. Voilà, donc nous sommes en train de faire ces travaux-là pour pouvoir trouver des solutions qui permettent de mieux conserver ce produit quand même, qui est insuffisant d'ailleurs, parce que le Bénin est obligé d'importer chaque année, d'investir des milliards pour importer le lait. Donc il nous faut quand même travailler, au moins ce qui est produit, il faut que cela puisse être mieux traité pour que ce ne soit pas dangereux pour les consommateurs. Donc voilà à peu près les 2 axes dans lesquels nous travaillons. Mais évidemment, comme moi je suis vétérinaire de formation d'origine, donc toutes les maladies animales me concernent. Donc de temps en temps, nous travaillons sur les maladies spécifiques des animaux, que ce soit des petits animaux comme le lapin ou bien même les bovins. Actuellement, par exemple, nous avons un thésard qui est en train de travailler sur les principales maladies qui affectent la production laitière. Est-ce que ces axes de recherche n'appellent pas à des sous-axes au niveau de votre unité de recherche? Oui, il y a des sous-axes. Parce que quand j'ai parlé des maladies virales, par exemple, d'un côté, il y a les maladies bactériennes aussi de l'autre. Et dans le domaine de la microbiologie,
c'est essentiellement le contrôle de qualité. Bon, mais comme le contrôle de qualité des aliments comporte plusieurs aspects, nous nous occupons de l'aspect microbiologie. La microbiologie pour quand même permettre aux consommateurs d'être rassurés par rapport aux produits qu'ils consomment. Par exemple, j'ai travaillé avec une Nigérienne qui, pour son mémoire, a travaillé sur les boissons d'une manière générale qui sont vendues au bord de la rue pour voir aussi la qualité. Nous nous intéressons dans le domaine de la pathologie aux maladies que nous rencontrons chez les grands animaux. Les bovins, par exemple, ont des maladies spécifiques qu'on ne retrouve pas chez les lapins, ainsi de suite. Donc, chaque catégorie d'animaux a ses maladies spécifiques, mais comme on ne peut pas tout embrasser, nous nous occupons essentiellement des grands animaux, mais aussi nous travaillons sur les lapins, bon, quelquefois aussi la volaille. Professeur, est-ce que vous faites de la recherche fondamentale ou de la recherche appliquée, ou bien vous faites les deux? Je peux dire que nous faisons les deux, bon, mais beaucoup plus la recherche appliquée que la recherche fondamentale. Par exemple, en matière de recherche fondamentale, nous avons travaillé sur les paramètres sanguins du lapin, par exemple. Récemment, il y a eu un mémoire également sur ces paramètres-là chez le rat. En fait, nous avons voulu travailler dans ce domaine pour tester un peu la toxicité de certains produits que nous voulons utiliser pour conserver les aliments. Mais comme on ne peut pas tester directement sur l'homme, nous testons cela sur les animaux et cela nous conduit à évaluer certains paramètres sanguins pour voir si ces paramètres-là, c'est des constantes souvent. S'il y a des variations, on peut savoir si le produit est toxique ou pas. Ce côté-là, quand même, est de la recherche fondamentale, hein, parce que ça n'aboutit pas à quelque chose de concret. Voilà. On peut quand même s'en inspirer, voilà, et puis pour déboucher, pour avoir de la recherche appliquée par la suite. Voilà. En matière de recherche appliquée, quels sont les travaux de recherche que vous avez actuellement avec vos collaborateurs, vos divers étudiants? Le travail le plus important actuellement qui est en cours, c'est la recherche des solutions par rapport aux tiques, à l'infestation, par les tiques dont j'ai parlé tantôt. Comme je l'ai dit, ces tiques-là sont d'abord envahissantes parce que leur cycle de reproduction est vraiment très court et donc elles se reproduisent rapidement. En même temps, elles sont résistantes aux produits habituels que nous appelons les acaricides. C'est un peu comme des insecticides qu'on utilise pour combattre les tiques qui se fixent sur la peau des animaux, qui sucent le sang et qui transmettent, et qui transmettent en même temps les maladies. Et lorsque ces tiques se retrouvent dans un élevage, par exemple, j'ai parlé de Penou, où nous avons quand même des vaches laitières. Donc, cela affecte négativement la production laitière qui diminue et il y a des maladies qu'elles transmettent qui peuvent être mortelles pour les animaux. Donc, c'est pour cela qu'il est important de les combattre. Donc, ce que nous faisons actuellement, c'est que nous sommes en train de tester des extraits de plantes. Parce que nous avons quand même fait une investigation pour voir les plantes qui peuvent être utiles pour la lutte contre ces tiques. Donc nous avons fait un premier travail au laboratoire, donc en produisant ces extraits-là et en les mettant maintenant au contact des tiques que nous-mêmes nous avons élevés au laboratoire. Et nous avons obtenu des résultats qui sont satisfaisants. Et la phase actuelle consiste à faire ce que nous appelons dans notre jargon les tests in vivo, c'est-à-dire nous passons maintenant sur les animaux. Bon. Et ces animaux-là, évidemment, nous ne pouvons pas passer directement sur les animaux dans les élevages, donc nous avons quelques animaux dans notre laboratoire ici, des bovins, nous en avons 5. Donc ces bovins ont été artificiellement infestés par des tiques. Et voilà, nous appliquons le produit que nous avons quand même fabriqué nous-mêmes, ces extraits-là, et nous verrons comment le comportement de ces tiques-là. Est-ce que ce serait efficace pour traiter ces tiques? Voilà. Donc vous voyez que si nous arrivons à trouver une solution, c'est-à-dire un produit efficace contre ces tiques, cela peut être quand même
très important, non seulement au niveau du Bénin, mais dans... Ça peut être un produit qu'on peut mettre sur le marché. Oui, un peu partout, parce que les tiques existent partout, dans toutes les régions du monde d'ailleurs. Donc il y a plusieurs espèces en fait, mais nous sommes en train de tester ce produit sur l'espèce récemment introduite au Bénin. Et nous verrons, lorsque nous aurons des résultats satisfaisants, là nous pouvons passer à une autre phase pour déterminer un peu la toxicité également de ces produits et voir si on peut en faire des médicaments en quelque sorte, hein, un peu comme les insecticides. Et cela peut maintenant être utilisé parce que ces tiques-là, comme je l'ai dit, ont envahi pratiquement tout le Bénin et tous les éleveurs se plaignent. Je voulais justement poser la question de savoir, mais le temps de mener ces recherches-là, est-ce que les tiques-là qui sont importées ne sont pas diffusées au niveau de tout le cheptel national? Oui, nous avons d'ailleurs fait une enquête qui a duré une année. Il y a une thèse, deux thèses même qui sont en cours. Et il y a une thèse que nous faisons en collaboration avec une université française à Montpellier et une autre thèse qui est en cours dans notre laboratoire ici. Et normalement, on espère les soutenances à la fin de cette année. Et donc, pour cette thèse-là, en tout cas, les travaux ont consisté d'avoir fait une enquête au niveau national. Et c'est ça qui nous a permis de constater que cette tique se retrouve même jusqu'au nord du Bénin, alors qu'elle a été introduite à partir du sud. Et c'est les déplacements des animaux et autres là qui ont fait que la tique se répand. Et voilà. Et évidemment, elle se répand rapidement parce qu'on n'a pas une solution efficace. Les acaricides qu'on utilisait habituellement pour combattre les tiques, les autres tiques, ces acaricides se révèlent vraiment très inefficaces. Et donc les éleveurs dépensent beaucoup d'argent et n'ont pas le résultat qu'il faut. Donc voilà pourquoi nous-mêmes, nous avons décidé de nous investir. Vous avez investi vous-même pour construire le laboratoire. C'est vrai que vous avez eu des partenaires qui vous ont aidé à l'équiper en partie. Par rapport aux tiques, c'est vous-même qui avez mené la réflexion. Je voudrais poser une question, et qu'il y a une question de curiosité. Si là je vous, parce que l'homme n'est pas éternel, si là vous prenez que vous allez à la retraite, est-ce que vous entendez rétrocéder le laboratoire à l'université ou bien vous demeurerez toujours propriétaire du laboratoire au sein de l'université? Non, de toute façon, les bâtiments qui sont là, moi, je ne vais pas les emporter. Donc, comme vous l'avez dit, chaque enseignant qui ne forme pas la relève n'est pas enseignant digne de ce nom. Pour ce qui me concerne, comme je l'ai dit, il y a déjà un de nos collaborateurs qui a soutenu sa thèse dans ce laboratoire-là. Et j'ai également un ancien étudiant que j'ai encadré qui a terminé sa thèse en Chine et qui travaille avec nous. Donc, nous avons deux assistants qui sont actuellement là. L'un a été recruté l'année dernière, l'autre cette année, et qui sont dans notre laboratoire. Bon, même le docteur Cyril Boko qui est là, qui est le chef du département de production et santé animale de notre école, et travaille aussi avec moi. Donc, cela veut dire que même si aujourd'hui je quittais, il y a quand même des gens qui sont là pour continuer. Par rapport à la relève, toujours, actuellement, il y a 8 doctorants que nous encadrons ici. Donc, ces doctorants-là également vont terminer leur thèse, feront partie, s'ils sont recrutés, du personnel de l'université, même si ce n'est pas du département. Mais quand on fait la recherche, on n'est pas obligé d'être dans le même département ou dans la même école pour travailler ensemble. Comme je l'ai dit, sans la recherche, un pays ne peut jamais avancer. Les grands pays, même les pays asiatiques qui décollent actuellement, c'est dans la recherche dans tous les domaines. Vous voyez tous les produits nouveaux qui sortent, des produits d'abord qui ont été testés au laboratoire, etc. Mais si nous-mêmes, nous ne le faisons pas, les autres vont nous envahir toujours avec leurs produits et nous serons d'éternels consommateurs. Nous avons nos propres problèmes ici parce que la recherche s'occupe de la solution aux problèmes que vous avez. Mais pour faire
la recherche de nos jours, il faut un minimum de moyens. Et les pays qui comprennent mettent un certain pourcentage même du PIB pour investir dans la recherche. Si vous voyez des pays comme la Chine, c'est des milliards qui sont mis à la disposition des universités. Parce que quand on parle de recherche, ce n'est pas seulement les pouvoirs publics, ce n'est pas seulement le gouvernement qui est concerné. Il y a également le secteur privé. Parce que les résultats de recherche peuvent être utilisés par les investisseurs privés. Parce que s'il y a de nouveaux produits qui sont créés, ces produits-là peuvent être mis à la disposition du public à grande échelle avec le financement des privés. Avant de revenir à ces résultats et comment on pourra utiliser les résultats et les types de résultats qu'on pourrait avoir au niveau de votre laboratoire, je voudrais vous demander, est-ce qu'au niveau de votre domaine de spécialité, est-ce que beaucoup d'étudiants s'intéressent vraiment à ce domaine-là? Oui, les étudiants s'y intéressent parce que nous sommes d'abord dans un département qui s'occupe de la production et de la santé animale. Vous voyez, par rapport à la faculté d'agronomie, puisque à la faculté d'agronomie, il y a également un département de production animale. Donc il y a des ingénieurs agronomes qui sont spécialisés dans ce que nous appelons la zootechnie. Donc c'est tout ce qui concerne les productions animales. Donc ce qui fait la différence avec notre département ici, c'est que en plus de la production animale, nous nous intéressons à la santé animale. Et pour ce volet-là, évidemment, ceux que nous formons, il y a le niveau licence, Bac plus 3, il y a le niveau master aussi, Bac plus 5, et ensuite le PhD, le doctorat. Les étudiants, évidemment, il y en a qui s'intéressent aux productions animales, au volet production animale, mais il y a beaucoup aussi qui viennent dans le domaine de la santé animale. Comme je l'ai dit, dans ce laboratoire, quand nous avons tous les ans de nouveaux étudiants qui viennent soit pour leur mémoire de licence, mais également pour le master. Évidemment, quelquefois, nous recevons aussi des étudiants d'autres facultés, d'autres pays, mais aussi d'autres facultés. Parce que il y a par exemple à la faculté des sciences et techniques un master en entomologie médicale et vétérinaire. Donc l'entomologie, c'est l'étude des insectes. Donc les tiques font partie de ce qu'ils appellent, c'est pas exactement des insectes, mais c'est similaire. Voilà. Et donc nous recevons, même pour leur mémoire, certains étudiants qui ont fait ce master-là, ils viennent faire leur mémoire. Nous recevons des étrangers. Il y a une Nigérienne même actuellement qui fait également sa thèse ici, et dans le domaine du contrôle de la qualité des aliments. Il y a des étudiants, eux tous ne peuvent pas s'intéresser à la santé animale, ça c'est clair, mais il y a quand même un certain nombre qui viennent et avec qui nous travaillons. Quelle est l'importance de la formation que vous donnez alors à vos étudiants à divers niveaux? Notre département, actuellement, nous ne formons pas encore des vétérinaires. Parce que comme je l'ai dit, moi-même je suis vétérinaire. Le vétérinaire, dans le domaine de l'élevage, est un peu comme le médecin dans le domaine de la santé humaine. Ouais. Donc au niveau de l'EPAC, l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, nous ne formons pas de vétérinaires. Bon, ceci parce que le Bénin fait partie de l'école inter-état des sciences et médecine vétérinaires qui est à Dakar, ce qui fait que normalement les vétérinaires béninois sont formés là-bas. Donc c'est certainement pour ça que nous n'avons pas encore créé une école qui puisse permettre de former des vétérinaires ici. Ça ne serait tardé quand même. Voilà, mais c'est quand même important de le faire parce que il y a peu de Béninois qui sont envoyés à Dakar. Nous avons beaucoup qui vont à la retraite et nous avons ces derniers temps, nous sommes en train de réfléchir sur la nécessité de mettre en place carrément une sorte d'école qui permettra de former des vétérinaires également parce que c'est des agents qui sont incontournables sur le terrain. Il y a des actes que les autres catégories de personnel ne peuvent pas poser. Par exemple, pour signer un carnet de vaccination, c'est nécessairement un docteur vétérinaire qui peut le faire. Tous les actes, même l'inspection des animaux, celui qui doit certifier cela, c'est le docteur vétérinaire. Donc on ne peut pas se passer de cette catégorie de personnes. Donc c'est pour cela qu'il y a des réflexions qui se mènent pour voir si nous-mêmes on peut créer une telle école à l'université d'Abomey-Calavi. Vous allez aborder un peu les résultats. Vous avez dit par exemple, par rapport au type, vous êtes en train de tester un certain nombre de plantes que nous avons ici et que si ces résultats aboutissaient, ça pourrait déboucher sur un produit qu'on peut sortir. Alors, de pareils résultats qui pourront déboucher peut-être sur de la production ou bien la mise en place d'un produit
qu'on peut mettre, de grande consommation qu'on peut mettre au niveau des consommateurs. Alors, de pareils travaux, de pareils résultats, combien comme ça vous en avez au niveau de votre unité de recherche ou bien au niveau de vos laboratoires? Parce que la recherche, c'est une œuvre de longue haleine. Pour le moment, nous sommes en train de travailler sur ce produit-là et nous espérons d'ici là, peut-être que nous trouverons la solution. Mais en dehors de cela, nous sommes en train de travailler aussi sur la conservation du fromage Wagashi dont j'ai parlé tantôt. Est-ce que ça va déboucher sur un produit qu'on peut ajouter pour que ça... Oui, nous espérons bien, parce que c'est également des extraits de plantes que nous sommes en train de tester pour voir si ces extraits-là peuvent permettre d'allonger la durée de conservation. Donc, il y a des tests... parce que, nous avons du fromage qui vient de l'Europe et d'autres pays. C'est quand même des produits qui sont conservés pendant longtemps. Donc, il faut que nous-mêmes, nous puissions trouver des solutions pour permettre la conservation. Cela peut être un pays tempéré, alors que nous, on est un pays tropical. Non, ce n'est pas nécessairement ça. Lorsque vous prenez, par exemple, la vache qui rit, c'est une sorte de fromage. Vous voyez que ici... voilà, ça a été dit en emballage. Oui, en emballage, mais ça peut se conserver quand même pendant longtemps, même à la température ordinaire. Donc, il nous faut quand même trouver des moyens également pour pouvoir stabiliser nos produits afin que la conservation puisse être faite. Et cela peut même permettre d'avoir le produit pendant toute l'année. Parce que le fromage Wagashi dont on parle, vous voyez, c'est pendant la saison sèche que vous en avez en grande quantité à un coût réduit. Et lorsque nous passons à la saison sèche, ça devient un peu rare et c'est plus cher. Donc, c'est pour cela que nous devons travailler vraiment à trouver des solutions. Et donc, nous sommes engagés dedans. Et nous espérons d'ici là proposer des solutions à tout le monde. Professeur, vous êtes une autorité de l'université parce que vous êtes le deuxième vice-recteur, parce que non seulement à partir de votre laboratoire et à partir de votre séance de vice-recteur, vous avez quand même une vision globale sur les travaux, les différents travaux de recherche, les différents domaines de recherche qui sont menés. Alors, quelle réflexion avez-vous, par exemple, apporté sur l'ensemble des travaux de recherche qui se mènent déjà au niveau de l'université, au niveau des enseignants de l'université d'Abomey-Calavi, et puis au niveau de toutes les structures de recherche au Bénin ici? Je peux dire, par rapport à la recherche quand même, les enseignants de l'université d'Abomey-Calavi, d'une façon générale, font des efforts. Bon, évidemment, nous sommes obligés de faire la recherche d'abord pour notre propre promotion. Parce que si vous ne faites pas de recherche, si vous n'avez pas de résultats de recherche, vous n'avez pas de publication, vous ne pouvez pas passer les grades, les différents grades. L'évaluation se fait même au niveau du CAMES, donc à l'échelle disons régionale, je dirais. Donc ça, c'est l'un des motifs pour lesquels les enseignants sont obligés de faire la recherche. Mais en dehors de cela, en voyant le nombre de publications qui sont produites chaque année, parce que nous allons même jusqu'à 400 des fois par an, sur au niveau de votre laboratoire? Non, dans l'ensemble de l'université en fait. 400, sinon au-delà. Ça veut dire qu'il y a quand même une production. Parce que lorsqu'on ramène cela à l'effectif des enseignants, et même au niveau national, notre pays est quand même bien classé, même plus que le Nigeria. Toute proportion gardée, lorsqu'on ramène cela à l'effectif, oui, tout cela, le Bénin est en avance par rapport à plusieurs autres pays. Mais cela ne suffit pas parce que il faut quand même, comme on le dit, faire maintenant de la recherche-développement, la recherche qui aboutit au développement. Et pour cela, évidemment, les ressources sont importantes. Au niveau du rectorat, il y a une réorganisation. Parce qu'en fait, chaque année, l'État met un certain nombre de ressources à la disposition des universités pour la recherche. Ça doit être autour de 100 millions. Mais par rapport au nombre d'enseignants et autres là, et si on doit quand même faire la répartition, parce qu'il y a plus d'1 millier d'enseignants. Si c'est pour donner à chacun peut-être, même 1 million, ça ne peut pas faire quelque chose. Voilà. Mais l'organisation que nous avons mise en place, notre équipe rectorale, c'est en plus de ce que l'État envoie, nous avons dégagé des ressources propres à l'université et, disons, par période de 3 ans, nous faisons des appels à projets et des équipes se constituent
parce que ce n'est pas un seul enseignant qui doit soumissionner. Donc des équipes pluridisciplinaires, ensuite interfacultaires se constituent, soumettent des dossiers et sont sélectionnés. La sélection est rigoureuse et là ça permet de financer. Et là, chaque équipe qui est retenue reçoit jusqu'à 20 millions par an, ça peut aller jusqu'à 30 millions par an. Et là, ça permet vraiment de faire de la recherche. Donc, il y a une quinzaine d'équipes qui ont été financées, et je crois, depuis 2012. Donc, ils sont en train de terminer maintenant. Et cette phase-là est en train de terminer. Et bon, mais comme je l'ai dit, il n'y a qu'une quinzaine d'équipes parce que lors des appels à candidature, il y a beaucoup plus que ça. Il y a jusqu'à une cinquantaine, quelquefois, d'équipes qui soumettent. On aurait bien voulu financer tout cela, parce que c'est des projets vraiment valables qui sont soumis, mais on est obligé de choisir les meilleurs. Voilà. Et les autres, ils peuvent peut-être rechercher d'autres financements. Donc voilà, à l'échelle de l'université, ce que nous essayons de faire quand même, parce que cette stratégie-là permet en même temps de former des docteurs, donc la relève, parce que dans chaque équipe, il doit avoir des doctorants, au moins 3 doctorants, vous voyez, il doit avoir des masters aussi. Et donc on ne finance pas comme cela pour que les gens aillent faire la recherche. Comme des gamins de l'équipe qui a conçu jusque chaque classification de l'équipe. Voilà, pour que après, lorsqu'on va évaluer, qu'on dise, il y a tel nombre de docteurs qui ont été formés, tel nombre de masters, ainsi de suite. Et tel nombre d'articles qui sont publiés. Donc on peut vraiment évaluer. Donc voilà un peu la stratégie que nous avons mise en place ici. Bon, maintenant, à l'échelle nationale, il y a 2 grandes structures qui s'occupent de la recherche. Vous savez qu'il y a par exemple le CBRST aussi, le Centre béninois de la recherche scientifique et technique, au niveau de notre ministère. Le ministère même a un département, une direction, Direction nationale de la recherche scientifique aussi et technique, qui est là, qui s'occupe un peu de la politique de recherche. Mais du côté du ministère de l'Agriculture, vous savez qu'il y a également l'Institut national de la recherche agricole, qui fait également de la recherche. Maintenant, il est question vraiment de fédérer les synergies pour pouvoir mieux organiser la recherche au niveau national. Évidemment, dans chaque université, puisque nous ne sommes plus seuls. Il y a l'université de Parakou, qui a ses équipes de recherche. Il y a des universités qui sont avec voilà, Kétou, voilà, et Abomey, et récemment Porto Novo, Nati Tengu et Lokossa. Mais j'ai noté également qu'il y a un autre élément qui vous décourage, c'est l'absence de financement ou bien le peu de financement que l'État propose par rapport à son budget national. C'est vrai que les priorités existent, mais vous êtes pratiquement au bord du découragement, si j'ose le dire, parce que vous estimez que, compte tenu du budget national, ce que nous avons chaque année donné 100 millions pour la recherche scientifique au niveau de nos universités, vous trouvez cela très faible. Alors, quelle réflexion menez-vous par rapport au financement? Bien, qu'est-ce que vous avez à dire aux autorités politico-administratives du pays par rapport au relèvement du financement de la recherche scientifique? La réflexion, c'est de faire comme les autres pays qui trouvent des résultats. Même en Afrique, le Ghana et d'autres pays, ils peuvent être cités en exemple. C'est au niveau du budget national qu'on met un pourcentage par rapport au budget de l'État. On peut dire par exemple 1% du budget va à la recherche, tout simplement. Et lorsqu'on applique cette stratégie, on peut même, parce que c'est pas seulement la recherche qui a un problème de financement, c'est d'une manière générale les universités. Lorsqu'on prend la recherche, c'est un volet. Mais l'autre côté aussi, l'enseignement, les infrastructures, c'est toujours le même problème. Donc, ce qui peut être fait pour quand même avancer, c'est, comme je l'ai dit, de prévoir un certain pourcentage du budget national pour financer carrément les universités. Et dans ce financement-là, dégager du budget national, on peut réserver une partie pour la recherche, une partie pour les infrastructures d'enseignement et d'autres activités. Donc si on ne voit pas le problème de cette manière-là, on ne peut pas avancer parce que la recherche, l'enseignement, tout cela nécessite des moyens et tous les pays qui avancent
mettre ces moyens-là à la disposition de leurs universités. Vous voyez, par exemple, même en Côte d'Ivoire, et après la crise que la Côte d'Ivoire a connue, le président Ouattara a mis 110 milliards pour reconstruire les universités ivoiriennes, parce que il sait que c'est important pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est ce que nous demandons également à nos dirigeants, de voir quelle est la part du budget national qui peut être allouée aux universités, et dans ces ressources-là, nous allons voir la part qui reviendra à la recherche. Je vais vous dire, par rapport aux subventions de l'État, par exemple, les subventions que l'État alloue chaque année à l'université d'Abomey-Calavi, c'est autour de 980 millions de francs CFA. À l'ensemble des universités? Non, à l'université d'Abomey-Calavi. La subvention que l'État nous envoie chaque année, c'est moins d'1 milliard de francs CFA pour le budget. Et il faut voir le nombre d'établissements, le nombre d'écoles, de facultés autres là que nous avons, parce que il faut répartir cela entre toutes les entités. Et si nous devons même faire, parce que jusque-là, nous avons jusqu'à 25 établissements. Si nous faisons même une règle de 3, chaque entité a moins de 50 millions par an pour fonctionner, pour s'équiper, etc. Vous voyez que c'est quand même très maigre. Et cette subvention de l'État là n'a pas évolué depuis 10 ans. Vous voyez le nombre d'étudiants, ça croît chaque année. Vous avez actuellement un effectif à l'université d'Abomey-Calavi d'à peu près 90 000 étudiants. Donc le nombre, ça croît, mais les ressources allouées par l'État, statique. Voilà, c'est statique. Donc ça ne nous permet pas d'avancer. Donc il faut vraiment réfléchir sur tout cela, voir ce qu'il faut dégager concrètement pour les universités. Je ne parle pas de l'université d'Abomey-Calavi seulement. Il y a plusieurs universités qui sont créées, donc il faut penser quand même à leur financement, et dans ce financement-là, dégager maintenant des ressources conséquentes pour la recherche. Nous avons largement dépassé le temps alloué à cette émission. Je voudrais vous demander de conclure cette émission et de dire quelques mots aux différentes catégories de personnes, les hommes d'affaires, les autorités politico-administratives, et puis au corps enseignant ainsi qu'aux étudiants, en tant que vice-recteur et puis en tant que responsable d'unité de laboratoire de recherche. Bon, je voudrais d'abord vous remercier pour le travail que vous faites, parce que c'est cela qui permet d'informer le public sur les réalités de la recherche à l'université d'Abomey-Calavi. Et comme nous l'avons vu, au niveau de notre université, des efforts se font. Des efforts se font par les enseignants. Bon, au niveau des pouvoirs publics, nous n'allons pas dire que rien ne se fait. Ça, il faut quand même être honnête. Mais ce qui se fait est nettement en deçà de nos attentes. Et pour quand même pouvoir avancer, nous allons solliciter non seulement l'accroissement des concours de l'État, mais également demander à nos partenaires privés, du secteur privé, d'avoir un regard bienveillant sur le financement de la recherche, parce que d'une manière ou d'une autre, ce sont eux qui seront concernés par les résultats de recherche, parce qu'il y a plusieurs résultats qui sont déjà disponibles, que ce soit à la faculté des sciences agronomiques par rapport à certains aliments qui ont été stabilisés, par exemple à Cluy, voilà, et à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi aussi, en génie civil et autres, il y a certains résultats qui sont déjà là. Donc nous devons tout faire pour que par rapport au financement, nous trouvions quand même une solution. Donc que ce soit par le biais du financement par le budget national ou par le secteur privé. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Nous avons un parc d'incubateurs actuellement, un incubateur d'entreprise qui a été mis en place et qui a commencé ses activités. Et cela permettra, parce que là, c'est les jeunes diplômés de l'université que nous prenons en compte pour leur permettre de créer leur propre entreprise. Et ces diplômés-là utiliseront de plus en plus les résultats de recherche pour créer des entreprises viables, et cela permettra donc d'impulser le développement de notre pays. Alors, professeur, je voudrais vous demander de vous présenter encore à nos auditeurs. Et c'est Souaïbou Farougou. Je suis professeur titulaire des universités en microbiologie et en biologie animale et enseignant-chercheur à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi et vice-recteur chargé de la coopération interuniversitaire, des relations extérieures et de l'insertion professionnelle de l'université d'Abomey-Calavi. Je vous remercie, professeur. Merci. Yeah, tu sais que je t'aime beaucoup, sans
toi j'ai de